Bonjour, étudiants et étudiantes des sections A, B et C. Nous allons corriger l'épreuve de l'introduction à l'étude du droit, celle de la session de rattrapage de l'année universitaire 2020-2021. Avant de commencer, je voulais d'abord vous rappeler que pour chaque question, il y a seulement une seule et unique réponse. Passons donc à la question 1. N'est pas une personne morale reconnue par la loi, et c'est l'État marocain, une association marocaine ou une famille marocaine. Bien sûr que c'est la famille, donc la bonne réponse, c'est C. Vu que l'État marocain est une personne juridique morale de droit public, l'association est une personne juridique morale de droit privé, et donc la famille n'a pas le statut de personne juridique à part autonome, malgré qu'il s'agit d'un groupement de personnes physiques. Question 2. Une personne mineure a le droit de propriété sur son téléphone portable, puisqu'il peut conclure et être partie contractante d'un contrat avec d'autres personnes, ou de pouvoir vendre une propriété, par exemple héritée. La personne mineure n'a pas la capacité d'exercer, donc il ne peut ni conclure des contrats avec des tiers, ni de pouvoir vendre ou acheter des propriétés. Et donc la bonne réponse, c'est A. Il a seulement la capacité de jouissance, donc il ne peut que jouir de son droit d'être propriétaire de ses propres biens, exemple de téléphone portable. Question 3. Sont des personnes morales de droit privé. Les partis politiques, les provinces, les établissements publics, bien sûr, ce sont les partis politiques qui sont des personnes morales de droit privé. Les provinces et les établissements publics et l'État sont des personnes morales, mais de droit public. Question 4. La personnalité juridique d'une société, est-ce qu'elle prend fin juste après 10 ans d'activité? Oui, c'est possible, mais à condition qu'il soit clairement mentionné dans les statuts. Et donc, pour notre cas, non. Est-ce que c'est B, par décision de l'Assemblée générale des actionnaires, ou c'est C, par demande d'au moins 2 membres du conseil de surveillance? Donc, ça peut être par décision de l'Assemblée générale des actionnaires, et plus précisément de l'Assemblée générale extraordinaire. La bonne case donc à cocher, c'est la case B. Question 5. La nationalité d'une entreprise, est-ce qu'elle dépend du lieu de son siège ou du territoire sur lequel sont implantées ces unités de production ou de la nationalité de ses gérants ou de son gérant? Bien sûr, ça dépend du lieu ou du territoire là où elle est localisée son siège social. Et donc la bonne réponse c'est A. Question 6. Les droits extra-patrimoniaux. Est-ce qu'ils ont une valeur pécuniaire? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont hors commerce? Oui. Est-ce qu'ils sont transmissibles? Bien sûr aussi que non. Donc ils sont hors commerce, c'est-à-dire ils ne peuvent être objet ni de vente ni d'achat. La bonne réponse donc c'est B. Question 7. Le droit à la liberté, est-ce qu'il a un droit réel ou personnel, c'est-à-dire de créance, ou de personnalité? Un droit subjectif, exemple de droit à la liberté, sont des droits extra-patrimoniaux, donc ils ne sont ni réels ni de créance, et donc il s'agit d'un droit de personnalité. Question 8. Si on a par exemple une relation d'affaires qui lie un vendeur avec un acheteur et un transporteur, et qui ont bien sûr des obligations les uns envers les autres, devant cet état de figure, donc, quels sont les débiteurs? Est-ce que c'est uniquement le vendeur et le transporteur? Ou c'est uniquement l'acheteur et le vendeur? Ou ce sont les trois? Bien sûr que ce sont les trois. Bien sûr, ça dépend de la nature de l'obligation, mais les trois peuvent être débiteurs face à de différentes obligations entre eux. Question 9. L'obligation parentale de bien éduquer leur enfant, est-ce qu'elle est une obligation de moyens, de résultats ou de garantie? Éduquer l'enfant ne peut pas engager les parents à 100%, donc ils ne sont pas responsables par rapport aux résultats, par rapport à l'exécution de l'obligation. Et donc, c'est une obligation de moyens. La bonne réponse, donc, c'est A. Question 10.
ne peut être une source d'obligation. S, c'est le contrat, le délit ou la manifestation de volonté d'une partie. Le contrat est une source d'obligation. Le délit aussi, il peut aussi faire naître des obligations. Une obligation aussi peut être aussi émergée suite seulement à la volonté exprimée seulement par une seule personne, par une seule partie. Et donc, aucune de ces propositions c'est D. Question 11. La confusion est le fait de, est-ce que c'est de remplacer une obligation par une autre? Non, c'est de l'innovation. Est-ce c'est le fait de remettre volontairement l'obligation? C'est la remise volontaire. Ou est-ce c'est le fait de cesser l'obligation après que le débiteur devient aussi créancier? Bien sûr que oui. Et donc la bonne réponse est C. Question 12. Les vices de consentement par ordre croissant de gravité, c'est-à-dire le moins grave ou plus grave, puisque c'est A, le dol, puis l'erreur, puis la violence. La violence, ensuite le dol, et puis l'erreur. Aussi l'erreur, puis la violence, puis le dol. Bien sûr que c'est l'erreur. Ensuite vient le dol. Et finalement, c'est la violence. Et donc, aucune des trois premières propositions, c'est D. Question 13. Le contrat d'assurance est un contrat instantané, bilatéral ou d'adhésion. Bien sûr qu'un contrat d'assurance ne peut pas être instantané, comme aussi il doit être théoriquement un contrat gré à gré ou un contrat négocié, donc ni A ni B, et donc la bonne réponse est B, un contrat et naturellement d'assurance est naturellement un contrat entre deux parties, donc un opérateur d'assurance, un assureur et un assuré. Donc c'est B. Question 14. Le contrat de travail, est-ce qu'il a un contrat unilatéral? Bien sûr que non. Est-ce qu'il a un contrat instantané? Non, ça dure. Donc ça nécessite bien sûr une durée pour qu'elle soit exécutée conformément au contrat. Est-ce que ça peut être aussi à titre gratuit? Bien sûr que non. Donc on a d'une part le salaire ou le traitement ou autre type de revenu, d'autre part on a le travail et donc aucune des trois premières propositions, donc c'est D. Question 15. Selon le principe de la force obligatoire du contrat, le contrat, est-ce qu'il doit être forcément exécuté? Est-ce que les deux contractants doivent accepter les clauses du contrat? Ou le contrat est forcément à titre onéreux? C'est clair, c'est la première proposition, c'est A. Donc déjà le contrat il est fait pour qu'il soit exécuté et donc c'est A, le contrat doit être exécuté. Question 16. Le fonctionnaire public ne peut pas exercer le commerce parce qu'il est incapable juridiquement, bien sûr que non, c'est une personne majeure. Par interdiction professionnelle, oui, mais pas tout le temps, pas forcément. C'est faute d'incompatibilité, oui. Et donc la bonne réponse, c'est C. Question 17. La production et la commercialisation de drogue, est-ce qu'elle est une activité non commerciale ou est-ce qu'elle est une activité interdite ou est-ce que c'est une activité soumise à une qualification professionnelle? C'est clair aussi, c'est une activité interdite. Pourquoi? Parce que la drogue en tant qu'objet est un objet illégal, est un objet illicite qui conduit bien sûr à la nullité absolue de tout contrat portant sur la production ou la commercialisation de tels biens. Donc la bonne réponse c'est B, c'est une activité interdite. Question 18. Ne fait pas partie des rôles de la comptabilité pour le commerçant. Moyen de preuve, information des partenaires ou le contrôle fiscal ou aucune des propositions. Bien sûr que la comptabilité, donc, elle a différentes fonctions. Parmi ces fonctions, c'est un moyen de preuve. Donc A, non. Aussi, ça permet aussi d'informer les partenaires de l'entreprise et bien sûr, c'est pas B. Et ça permet aussi d'exercer un contrôle et d'assurer un contrôle fiscal sur l'entreprise de la part bien sûr de l'État ou de l'administration fiscale. Et donc, aucune des trois propositions A, B, C, la bonne réponse donc c'est D. Question 19. Le rôle du registre de commerce, est-ce qu'il fait connaître l'entreprise vis-à-vis des tiers? Donc c'est un rôle de publicité.
ou est-ce qu'elle autorise l'exercice de l'activité commerciale, ou c'est un élément pour identifier fiscalement l'entreprise. Euh, L'immatriculation au prix du registre de commerce, c'est une sorte aussi de publicité, mais c'est une publicité légale et juridique. Donc c'est A, c'est faire connaître l'entreprise vis-à-vis le tiers, bien sûr à travers un registre de commerce central tenu par l'OMPIC. Dernière question, question 20. Le fonds de commerce, est-ce qu'il contient des éléments meubles? Est-ce qu'il est un bien corporel? Est-ce qu'il ne fait pas partie du patrimoine de l'entreprise? Un fonds de commerce, oui, c'est vrai, il contient uniquement les biens meubles, et donc c'est A. Pour B, c'est faux. Pourquoi? Pour B, c'est un bien corporel, non. Il s'agit aussi de biens incorporels. Pour C aussi, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le fonds de commerce, c'est un élément fondamental et essentiel du patrimoine de l'entreprise, malgré qu'elle est incorporelle. Et donc la bonne réponse, c'est A. Voilà, c'est tout pour cette épreuve. Je vous souhaite le bon courage et merci.